Et après, on essaie de les ventiler, prendre contact pour un stage pratique. Étudiants chez nous pour un stage pratique de 3 à 4 mois, voire 6 à 6 mois. Et après, on essaie de les ventiler, prendre contact langue avec les entreprises en fonction de besoins, les envoyer soit en stage ou bien en contrat de travail. Le cadre de l'université qui doit vous recevoir pour débattre du thème, le grand défi qui interpelle le monde bancaire, certes doit être rétréci, soit être d'un carré, mais ici à la télé, tous les étudiants presque qui vous suivent maintenant, est-ce que avant l'université, vous pourrez débattre un peu de ce thème pour le plaisir de ceux qui nous regardent maintenant? Quels sont, selon vous, M. Souma, les grands défis qui interpellent le monde bancaire? Je disais tantôt, ces grands défis sont au nombre de 4. 4, oui. Oui, ils sont au nombre de 4. Dans un premier temps, il y a ce que nous appelons l'adéquation du capital minimum des banques. Ça, c'est le premier défi. Okay. Le deuxième défi, il y a le risque systémique. Le troisième, il y a le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Et le quatrième, c'est la gestion d'entreprise. Okay. Donc, c'est les 4 grands défis qui interpellent le monde bancaire aujourd'hui. Okay. Parce que si nous essayons de remonter un peu dans l'histoire des crises, vous allez voir que toutes les crises tirent leur source de ces différents défis. Donc, si ces défis-là ne sont pas relevés, ne sont pas observés, il va sans dire que le système bancaire dans un pays va être très fragile. Absolument. Et là, c'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous en détailler? C'est très intéressant. Oui. Quand nous prenons, par exemple, le capital, l'adéquation du capital minimum des banques. Si une banque n'est pas capitalisée, il va sans dire que cette banque devient fragile. Elle devient fragile parce qu'elle ne pourra pas faire face aux pertes éventuelles. Donc il faut que la banque détienne un capital suffisant afin de faire face à une perte éventuelle quand la perte se présente. Parce qu'une banque non capitalisée, c'est une banque qui est très fragile, qui est vulnérable et qui est exposée à toutes sortes de crises. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez les différents accords de BAL 1, BAL 2, BAL 3, on insiste beaucoup plus sur la capitalisation des banques. Au niveau de BAL 3 même, on va vous dire que les banques qui sont exposées à un profil de risque très élevé doivent avoir un capital qui est plus énorme que les banques dont le risque n'est pas si grand. Parce qu'avant, on avait fait l'erreur de demander à toutes les banques, tant qu'elles soient, d'avoir un même capital. Aujourd'hui, dans le monde, avec les normes prudentielles internationales, avec BAL 3, les banques ayant une certaine exposition au risque très poussé doivent avoir un capital plus élevé par rapport aux autres banques. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le capital minimum des banques est une question qui est très importante et qui interpelle tous les banquiers, non seulement les banquiers détaillants, c'est-à-dire les banques commerciales, mais aussi la banque mère qui est la banque centrale, qui a l'obligation de veiller sur les dépôts, qui a l'obligation de faire respecter par les banques les normes prudentielles. Donc, et ces normes prudentielles, entre autres, il y a le ratio de solvabilité qui est là, qui constitue un élément très important dans une banque. Est-ce qu'à ce niveau, la Guinée a connu des banques, pour ne pas en citer, des banques non capitalisées? Bon, je ne peux pas trop parler de cette question, pour des raisons que toi tu connais. Donc je préfère ne pas aborder. Je suis désolé. Merci. Souma, on peut y aller, parce que vous en avez cité 4. On constate que réellement c'est un impératif pour les banques d'avoir un capital adéquat. Voilà, un capital adéquat. Cela pourrait éviter à la banque de se retrouver à la dérive. Voilà, on peut y aller. Le deuxième élément, c'est le risque systémique. À ce niveau, nous en avons plusieurs types de risques systémiques. Il y a le risque systémique local, régional et international. Donc c'est le risque que la faillite d'une banque pourrait entraîner la faillite d'autres banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques font des prêts, il y a des prêts interbancaires. Elles font des prêts entre elles. Donc à supposer qu'une banque X part en faillite, elle n'arrive pas à faire face à ses engagements vis-à-vis d'une banque Y. Et la banque Y aussi est endettée vis-à-vis de la banque Z. Ainsi de suite, vous allez voir que la faillite d'une banque importante, naturellement, pourrait entraîner la faillite de plusieurs banques, voire même la faillite de tout un système financier dans un pays, pourquoi pas dans une région ou bien sur le plan international. Donc c'est pourquoi il est important aujourd'hui que ce risque systémique-là soit débattu pour qu'on sache
pourquoi il est important de trouver des solutions. Parce que la banque vit essentiellement de l'intermédiation financière. Il y a ce qu'on appelle le mismatch maturity. La banque prend des dettes à long terme pour donner des prêts à court terme. Donc c'est pourquoi les banques doivent veiller à ce que l'argent dont elles disposent soit utilisé à bon escient. Le cas contraire, en cas de faillite, ça peut entraîner la faillite des autres banques, la faillite de tout le système financier dans un pays, tout comme dans une région ou sur le plan international. Parce qu'on a connu la crise de 2008 qui a eu des effets aux États-Unis, qui a eu des effets dans tout le monde entier. Donc ça voudrait dire qu'il y a une interconnexion entre tous les systèmes financiers. Le monde est globalisé aujourd'hui. La globalisation du monde financier est là. Donc c'est une suite logique. Les banques eux-mêmes se gardent la main. Mais le cas par exemple des prêts, des fonctionnaires qui viennent faire des prêts dans les banques. Il y en a qui du coup ne respectent pas la chaîne. Quand je dis respectent pas la chaîne, cela peut être dû à un fait naturel, les cas de décès et autres. Est-ce que cela a des répercussions, a des avantages, non pas des avantages, des méfaits sur une chaîne bancaire? Oui, mais ça dépendra non seulement, parce que quand on parle de risque systémique, il faut tenir compte de l'importance de la banque. On a connu une banque qui est allée en faillite, mais bon, dont la faillite n'a pas eu d'effet notoire pour le système bancaire guinéen. Et ça, c'est dû à l'importance de la banque en question. Mais au-delà de non seulement juste toucher les points financiers, ça peut aussi ternir un peu l'image. Bon, on a connu, parce qu'on dit souvent que chat échaudé craint l'eau froide. Quand tu mets ton argent par là et tu le perds, tu as du coup cette psychologie d'aller dans une autre banque pour mettre ton argent. Mais les prêts qu'on accorde aux fonctionnaires sont importants parce que s'ils ne sont pas remboursés, ça peut avoir un impact sur le profit des banques. Parce que c'est des crédits douteux. Les banques sont obligées à un moment donné de faire des provisions pour ces banques-là. C'est pourquoi les banques aujourd'hui ont trouvé une formule pour passer un prêt, on demande de souscrire une police d'assurance. Au cas où tu ne rembourserais pas, la compagnie d'assurance va rembourser à ta place. Donc, mais il va sans dire quand même que quand un prêt n'est pas remboursé, ça a un impact sur la marge bénéficiaire de la banque, sur le profit de la banque. Le troisième défi qui interpelle. Il y a aussi ce que nous appelons le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cela se passe comment? À travers de l'argent qui provient d'un crime, l'argent provenant d'un délit, la corruption, ainsi de suite, et qu'on essaie d'introduire dans le système financier. En d'autres termes, l'argent malsain, on essaie de le rendre sain en le mettant dans le système financier. Ça pourrait avoir un impact très grave pour le système. Donc imaginez aujourd'hui qu'on vient mettre 10 milliards de dollars dans le système bancaire guinéen. On veut le blanchir. C'est l'argent qui vient d'un crime, de la vente de la drogue, ainsi de suite. Après quelques temps, on retire ces 10 milliards en même temps du système bancaire guinéen. Imaginez ce que ça fait, ce mouvement-là. On a envoyé l'argent, on a cru que le système se portait bien, donc on a eu un faux signal. Après quelques temps, cet argent-là est retiré. Il va sans dire que l'argent, ce mouvement-là va avoir un impact nocif sur la santé financière de tout le pays. C'est pourquoi c'est une question qui est très importante aujourd'hui, qui est prise au sérieux au niveau de toutes les banques. Il y a le GIABA qui est là, le groupe interafricain de lutte contre le blanchiment, qui veille sur ces éléments-là. Il y a la CENTIF qui est en Guinée aujourd'hui, qui reçoit toutes les déclarations de soupçons. C'est pourquoi aujourd'hui en Guinée, quand tu effectues des transactions qui sont occasionnelles, tu es un client occasionnel, tu n'as pas l'habitude de poser un certain montant, tu viens de poser ce montant-là sur ton compte. Rapidement, on peut te déclarer au niveau de la CENTIF. On dit, on a reçu telle transaction suspecte, donc il y a tel client qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc il va maintenant là du devoir de la CENTIF de faire des recherches afin de voir est-ce que c'est un client normal ou bien c'est un client qui fait du blanchiment des capitaux. Donc c'est une police bancaire? En quelque sorte. Pas forcément une police, mais qui veille quand même à la santé financière du système bancaire. Là, c'est intéressant. Bien, ça se trouve au niveau des banquiers. Le quatrième défi, parce que vous en avez cité 3 déjà, vous avez dit qu'il y en a 4 qui interpellent ici le monde bancaire. C'est la gestion d'entreprise. C'est-à-dire il faut dissocier les fonctions. La personne qui engage ne doit pas être celle qui contrôle.
C'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les banques, vous aurez le conseil d'administration qui est là, qui chapeaute la direction générale, qui définit les grandes politiques en matière de gestion, ainsi de suite. C'est bien que la gestion est assurée par la direction générale. Mais au sein des banques même, il y a l'audit. L'audit interne qui est là, qui est rattaché à la direction générale. Donc c'est des éléments qui permettent aujourd'hui de constituer un frein aux égos des uns et des autres, des dirigeants, disons. Parce qu'il y a Montesquieu qui disait qu'il est d'une expérience éternelle que tout homme, une fois porté au pouvoir, est tenté d'en abuser. Pour ne pas qu'il en abuse, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse une dissociation dans les fonctions. Il faut qu'on distingue les fonctions. Il ne faut pas qu'on donne la possibilité à n'importe qui de faire n'importe quoi. Moi, on a vu le cas de Baden-Banks à Singapour, où Nixon était là, il était la personne qui engageait, c'est-à-dire il jouait sur le marché des produits dérivés, donc celui qui engageait, c'est celui qui contrôlait. Il n'y avait pas aucune barémisation. Donc, à ce niveau, il a engagé jusqu'à un certain niveau, et sur le coup, le marché financier s'est écroulé. Et la banque qui a résisté à toute la crise est allée en faillite à cause d'un seul individu. Donc imaginez qu'une banque parte en faillite à cause d'un seul individu parce qu'on n'a pas pris les dispositions qu'il faille en la matière. On n'a pas fait un cloisonnement au niveau des fonctions. Fonction d'engagement, fonction de contrôle, fonction de ceci, fonction de cela. Donc ça fait que... Numéro 1 du rap mania. Numéro 1 du rap mania. Magas le boss. Ben on the track. Nekata suma menena.